En 1983, l'actrice Shirley MacLaine pouvait compter 10 nominations aux Golden Globes et 5 nominations aux Oscars sur son CV. Elle était l'une des actrices les plus polyvalentes et respectées d'Hollywood. Mais tout a changé en 1983 lorsque MacLaine a publié son autobiographie Out on a Limb. Dans ce livre, MacLaine a exposé ses croyances métaphysiques sur les objets volants non identifiés, le contact avec l'au-delà, et même la réincarnation. Elle a prétendu qu'elle avait été une prostituée dans l'une de ses nombreuses vies, tandis que dans une autre, elle a dit qu'elle avait été exécutée par le roi de France. Presque immédiatement, Shirley est devenue la chute de nombreuses blagues de comédiens et d'animateurs de talk-show nocturnes. « Tu ne peux pas être sérieux », demanderait-il. David Letterman l'a rendue si mal à l'aise avec ses questions à genoux qu'elle a dû être célèbrement censurée par les censeurs dans sa réponse. Mais ce que Letterman et les comiques n'ont pas compris, c'est qu'au moment des révélations de sa vie passée, une enquête nationale a révélé que 23% des Américains croyaient également en la réincarnation. Le livre de MacLaine est devenu un best-seller avant d'être adapté en un téléfilm à succès. Un an après sa publication, Shirley MacLaine a remporté un Oscar et un Golden Globe pour son rôle dans le film Terms of Endearment. Mais beaucoup ne le réalisent peut-être pas, y compris MacLaine elle-même, c'est qu'elle suivait simplement un chemin tracé par un autre acteur très respecté, Glenn Ford. En 1958, le journal Herald du cinéma l'a désigné comme la première star du box-office en Amérique. Ce n'est qu'après que son étoile est un peu pâlie à la fin des années 60 que Ford a commencé à parler discrètement de ses expériences avec les vies antérieures. Mais même alors, grâce à son personnage de cow-boy stoïque, absolument personne ne se moquait de lui. En 1968, Ford a laissé échapper à un chroniqueur mondain lors d'un déjeuner qu'il avait récemment subi une hypnose. La raison, a-t-il admis, c'était parce qu'il ne croyait pas à tout le charabia entourant la réincarnation et la métaphysique. Mais il faisait des recherches sur le sujet pour un rôle potentiel dans son célèbre clairvoyant néerlandais Peter Herkos. C'est donc avec une bonne dose de scepticisme qu'il a rendu visite au docteur Maurice Benjamin à Los Angeles en 1967. Avec une équipe de médecins du centre médical de l'Université de Californie à Los Angeles présente, le docteur Benjamin a mis Ford sous et ce qui en a résulté a choqué tout le monde impliqué. Pendant une séance d'hypnose, dont l'audio a été enregistré, Ford a commencé à parler avec un fort accent écossais. Il a dit que son nom était Charles Stewart, qui était un professeur de musique d'Alganscollen vers 1800. Pendant la séance, Ford s'est levé du canapé pour s'asseoir à un piano à queue pour bébé dans le coin. Puis, il s'est mis à jouer en expert. Des mouvements de Mozart et Beethoven, rien de moins. Ford a dit qu'il était stupéfait en entendant la bande être rejouée. Je ne le croyais pas, étant incapable de jouer une seule note au piano. Une recherche généalogique ultérieure a révélé que le professeur de musique Charles Stewart est effectivement enterré dans la cathédrale d'Elgin, dans le cimetière en Écosse. Au cours d'une autre séance, Ford a révélé, tout en parlant couramment le français, qu'il avait été officier dans l'élite de la cavalerie française de Louis XIV vers 1670. Les registres indiquent qu'Imelda Le Guin, un officier, est mort lors d'un duel en 1684. Malgré ses 10 premières années passées au Québec, Canada, Ford avait une maîtrise rudimentaire du français. Et pourtant là, en tant que Langevin, l'acteur parlait couramment le français. Un professeur du département de langue de l'Université de Californie à Los Angeles a confirmé plus tard que l'accent de Ford était celui du français parisien du XVIIe siècle, et non du français canadien. Ford a été le plus intrigué par le souvenir d'avoir fait partie de la cavalerie dans une vie passée. Ayant grandi au Canada, Ford a déclaré qu'il n'avait jamais monté à cheval jusqu'à ce qu'il déménage en Californie à l'âge de 10 ans. Même alors, j'avais le sentiment d'avoir déjà été sur un cheval, a déclaré Ford. La réincarnation était la seule explication. À l'âge de 14 ans, il était déjà un cavalier accompli, à tel point qu'il a été choisi pour être le jeune cow-boy et cascadeur de prédilection dans les westerns d'Hollywood. Et le reste appartient à l'histoire d'Hollywood. Comme nous l'avons dit, ces séances d'hypnose avec Ford et le docteur Benjamin ont été enregistrées, et l'audio a été transcrit pour un livre de 1980 par AHN.
Banerjee intitulait Les Américains qui ont été réincarnés. Pour sa part, Glenn Ford était différent de Shirley MacLaine en ce sens qu'il ne voulait pas toute l'attention qu'il a involontairement portée à ses expériences de vie passée. Avant sa mort à l'âge de 90 ans en 2006, il a refusé d'en parler davantage, invoquant un conflit d'intérêts. Il a affirmé que la religion était essentielle dans sa vie. « Je ne sais pas ce que je ferais sans elle, mais cela est totalement en conflit avec mes croyances. » On ne peut s'empêcher de penser que Ford a été réellement secoué par les révélations, comme il l'a dit. C'est comme si j'avais tiré le rideau sur quelque chose et que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. À l'été 1972, Tony Hopkins était dans une mauvaise passe. Vivant à Londres, en Angleterre, il venait de divorcer de sa femme de 6 ans et buvait beaucoup. Bien qu'il ait connu un certain succès en jouant dans des films britanniques, les appels d'Hollywood n'arrivaient pas encore. En d'autres termes, Tony Hopkins n'était pas encore Sir Anthony Hopkins. Tout cela pour dire que Hopkins savait qu'il devait prendre son métier au sérieux et élever son niveau de jeu. Il devait prouver son potentiel aux producteurs américains. Alors, quand son agent l'a appelé pour lui parler d'une comédie potentielle, Hopkins était tout oui. Le rôle, il s'est avéré, était La fille de Petrovka, une comédie tardive sur un journaliste américain qui tombe amoureux d'une danseuse de ballet en herbe à Moscou. Basée sur le roman du journaliste américain George Pfeiffer, paru au début de 1971, voulant se plonger dans le rôle, Hopkins s'est rendu dans une librairie sur Charing Cross Road à Londres pour acheter une copie du livre, mais les propriétaires de la boutique ont dit que le livre n'avait été publié qu'aux États-Unis et n'était pas encore disponible au Royaume-Uni. Hopkins était prêt à rentrer chez lui les mains vides. En descendant le quai de la station de métro Leicester, il songeait à comment commander un exemplaire depuis l'Amérique. Hopkins a ensuite vu un banc et a regardé pour voir un manuscrit relié à côté de lui. En le feuilletant, il fut stupéfait de réaliser qu'il s'agissait d'une édition de galerie de La fille de Petrovka. En littérature, la galerie est une copie provisoire d'un livre, imprimé pour que l'auteur puisse y apporter des modifications avant la publication finale. La galerie trouvée par Hopkins ce jour-là était annotée au marqueur rouge dans les marges. Mais cela n'avait aucune importance pour l'acteur. Il a trouvé le livre. Ses prières avaient été exaucées. Hopkins est rentré chez lui et a dévoré le texte. Sa préparation l'a aidé à décrocher le rôle dans le film. Sorti en 1974, La fille de Petrovka a été produit par Universal Pictures et a réuni les acteurs américains Goldie Hawn et Hal Holbrook. Le rôle de Hopkins a attiré l'attention des producteurs d'Hollywood. Et le travail a vite afflué depuis l'autre rive de l'Atlantique. À tel point que Hopkins a dû déménager en Californie seulement quelques années après la sortie du film. Quelque chose dont il avait toujours rêvé, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Un an après que Hopkins a trouvé la galerie du roman sur cette plateforme de métro, il s'est rendu à Vienne pour filmer La fille de Petrovka. À l'insu de Hopkins, George Pfeiffer, l'auteur du livre sur lequel le film était basé, était également sur le plateau de tournage pendant ses premiers jours. Pfeiffer avait été chargé d'écrire un article de magazine sur le tournage de son roman, mais il était nerveux et pas habitué à être sur un plateau de tournage. Il a littéralement heurté Hopkins et les deux ont entamé une conversation. Lorsque Pfeiffer a révélé à Hopkins qu'il était l'auteur du film, l'acteur lui a raconté sa difficulté à trouver le livre à Londres. Le livre avait été retardé. Il s'est avéré que Pfeiffer séjournait à Hyde Park Square, à Londres, et était en train de modifier son livre pour le marché britannique, ajoutant l'utilisation de la main-d'œuvre, le voisin, et etc. Un jour, contre son meilleur jugement, il a prêté sa copie annotée à un ami qui a ensuite signalé que le livre était sur le siège arrière lorsque sa voiture a été volée. La copie de l'éditeur de Pfeiffer avait disparu. C'était une perte étrangement douloureuse, a déclaré l'auteur qui semblait porter malheur au livre.
Après avoir entendu l'histoire, Hopkins est allé dans sa loge et est revenu avec la galerie reliée qu'il avait trouvée sur le banc de la station de métro Leicester Square l'année précédente. Cette copie pourrait-elle avoir une signification personnelle pour vous ? A demandé Hopkins. Alors que Pfeiffer feuilletait les pages, il fut stupéfait de découvrir que c'était la épreuve qui avait disparu, complète avec ses marques d'édition et ses annotations écrites dans les marges avec un marqueur rouge. Bien que cette histoire puisse sembler trop bizarre pour être vraie, elle vient de Pfeiffer lui-même. En 1974, le London Sunday Times a lu un article discutant des coïncidences et a demandé aux lecteurs de partager leurs propres histoires étranges. Pfeiffer a écrit au Times à propos de ses expériences avec Hopkins et son livre. La lettre de Pfeiffer a été publiée et a attiré l'attention du célèbre auteur Arthur Koestler. Cela a inspiré Koestler à écrire une étude savante sur le phénomène de synchronicité appelé les racines de la coïncidence, une excursion dans la parapsychologie. Quelques années après, le Saturday Review a choisi de dresser le profil de Koestler pour un prochain numéro. Le journaliste indépendant engagé pour rédiger l'article était George Pfeiffer. Au milieu des années 80, Anthony Hopkins en avait assez d'Hollywood et est retourné à Londres pour poursuivre sa carrière cinématographique. En 1986, il a été choisi pour jouer dans un film britannique en tant que propriétaire d'une librairie sur Charing Cross Road, le même endroit où il a vu pour la première fois un exemplaire de la file de Petrovka 15 ans plus tôt. Numéro 1, Cauchemar sur la rue Whittier. Aux premières heures du 16 novembre 2010, le publiciste PR des stars, Roy Chesson, rentrait chez lui à Beverly Hills depuis la première d'un film à Hollywood. Cependant, lorsqu'elle a tourné sur North Whittier Drive, Chesson conduisait sans le savoir en plein dans la zone crépusculaire. Alors qu'elle tournait depuis le boulevard Sunset, 4 coups de feu ont retenti. Chesson a été touchée à la poitrine et au dos. Elle s'est affaissée sur le volant alors que sa voiture dérivait encore un demi-pâté de maison sur Whittier avant de percuter un poteau en béton. À l'arrivée de la police, Chesson a été retrouvée morte. Elle, la victime, ont-ils dit, d'un détournement de voiture ou d'un vol qui a mal tourné. La police n'a pas réalisé à l'époque cependant qu'ils n'avaient regardé qu'en haut et autour de la zone où Chesson a été découvert, ils auraient été en ligne de mire d'au moins 5 autres terribles tragédies, toutes un jet de pierre de la Mercedes E350 froissée de Chesson. Brian Chesson a été trouvé au 1815 North Whittier Drive. 44 ans plus tôt, 2 maisons plus bas au 807 North Whittier, une calamité romanesque d'un autre genre s'est produite. Le 2 avril 1966, Jan Barry, du célèbre duo de rock surf Jan et Dean, connu pour leur chanson Dead Man's Curve, a embouti sa voiture dans un camion garé le long de la rue. Barry a passé 2 mois dans le coma après l'accident et a subi des dommages cérébraux partiels et une paralysie à son réveil. En remorquant la Corvette démolie de Barry, il est probable que le chauffeur de la dépanneuse gardait un œil sur Paul Newman qui vivait à moins d'un pâté de maison. Il n'avait donc probablement aucune idée qu'il n'était qu'à 20 mètres d'une horrible scène de crime qui s'était produite 11 ans auparavant. Le 9 février 1955, Katie Hayden, 71 ans, a été retrouvée dans une mare de sang sur le sol de sa cuisine au 817 North Whittier. Selon le médecin légiste, Katie avait été victime d'au moins 20 coups de hache à la tête et au visage. La cuisinière des Hayden, Margaret Moore, a avoué le meurtre qui était le résultat, dit-elle, d'une dispute qu'elles avaient eue sur la façon de désosser un rôti. Lorsque les journaux ont rapporté l'histoire, ils ont rapporté que le meurtre de Katie Hayden avait eu lieu juste en face d'un autre crime sensationnel de Beverly Hills. 8 ans plus tôt, le 20 juin 1947, Benjamin Bugsy Siegel a été abattu de manière célèbre dans son salon lors d'un coup de la mafia. Se tenant à l'extérieur de la baie vitrée, le tireur a touché Bugsy avec 4 balles d'une carabine de calibre 30 points. La vie et la mort de Siegel ont été chroniquées dans le film Bugsy avec Warren Beatty, qui se trouve aussi être le petit frère de Shirley MacLaine, soit dit en passant.
Le meurtre de Siegel a eu lieu dans le salon de sa maison de 7000 pieds carrés au 810 North Linden Drive à 5 portes de la place Hayden. Les voisins de Siegel, dont l'acteur Charles Boyer au 800 de North Linden, pouvaient pratiquement voir la scène du crime depuis sa fenêtre à l'étage. Par ailleurs, Boyer finirait par se suicider en 1978. Au sept 123 North Linden Drive, la police a été appelée dans une maison de maître appartenant au magnate des Orioles, William Jettle. Le 9 mai 1934, Jettle, jouant à Gatsby, buvait de l'alcool en journée près de sa piscine quand 2 hommes cagoulés armés ont fait irruption dans son jardin. Ils ont forcé le millionnaire à monter dans une voiture et l'ont emmené dans un endroit isolé où il a été ligoté et bâillonné pendant 6 jours pendant que les ravisseurs exigeaient une rançon de $60 000. Qui sait ce qui serait arrivé à l'époux et au père de 4 enfants si ce n'était pour 2 officiers entreprenants qui ont retrouvé la cachette et sauvé Jettle. Les aveux de culpabilité des 2 ravisseurs les ont envoyés à Saint-Quentin. Mais 6 ans après l'enlèvement de Jettle, un autre homme d'affaires millionnaire s'est retrouvé dans une situation difficile à Beverly Hills. En fait, au-dessus de Beverly Hills. Le 7 juillet 1946, l'inventeur et aviateur Howard Hughes était aux commandes d'un avion espion expérimental appelé le XF-11 quand quelque chose a mal tourné. Alors que l'avion perdait de l'altitude, le pilote Hughes a essayé de s'éloigner des manoirs de Beverly Hills pour s'écraser plutôt sur le terrain de golf à côté du quartier. Mais cela ne devait pas être. Comme cela a été célèbrement recréé dans le film de Martin Scorsese en 2004, The Aviator, l'avion de Hughes, s'est écrasé dans un groupe de maisons regroupées autour de 808 North Whittier Drive, en plein milieu de ce que les chercheurs paranormaux ont pris l'habitude d'appeler le triangle de Beverly Hills. Triangle. 3 manoirs ont été endommagés lors du crash et une 4e maison a pris feu. Hughes a à peine survécu au crash et certains disent qu'il n'a jamais été le même après cela. 5 événements terribles survenus dans une si petite enclave ont amené certains à spéculer sur la malédiction des 90 210. Cela a conduit d'autres à spéculer, nous y compris, que contrairement à la chanson de Weezer, peut-être que Beverly Hills n'est pas l'endroit où vous voulez être après tout.